Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce quatrième live du MOOC Agroécologie qui porte sur la transition agroécologique. Avant de commencer, nous allons faire une petite présentation. Je suis Magali Dolingo, étudiante à Montpellier Supagro en Master 1 en sciences et technologies de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Je suis accompagnée de ma collègue Julia qui est une étudiante en échange aussi à Montpellier Supagro. Nous allons animer ce MOOC à l'aide de nos deux collègues Léo et Andrea qui sont derrière la caméra. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Renan Levely, sociologue et enseignant-chercheur à Montpellier Supagro, et Madame Sophie Toyer, spécialiste de l'économie agricole et environnement et directrice du département scientifique territoire à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, en abrégé IRSTEA, qui vont tous deux répondre à vos questions sur ce live. Hello everyone. Welcome to the fourth MOOC live on agroecology and its transition into it. Before we start, we'd like to do a little presentation. My name is Julia Wen, and I'm an exchange student at Subagro. I'm also accompanied by Magali Dolingo, who is a master's student in agriculture and environment, also in Montpellier Subagro. Additionally, off camera, we have our colleagues Leo and Andrea, who will be there to help and support us. Today, we are welcoming two special guests to answer our questions. Firstly, we have Mr. Rohan Levely, a sociologist and teacher/researcher at Montpellier Supagro, and Ms. Sophie Thoyer, a researcher who specializes in agricultural and environmental economics at the National Institute of Sciences and Technology of Agriculture and Environment. She is also the director of the Department of Scientific Terrain. And due to the fact that all the questions in the forum were asked in French, this week's live will be entirely in French. So if you have any questions and you are an English speaker, please feel free to ask them in the forum. Alors, un participant au MOOC a partagé une vidéo expliquant les principes de la mise en place d'une sécurité alimentaire sociale. Il s'agit d'un système théorique dans lequel les consommateurs cotisent à hauteur de leur salaire. Un budget à montant égal pour la consommation est attribué ensuite à chacun sous forme de tickets ne pouvant être dépensés que pour les produits alimentaires. Les consommateurs peuvent également choisir démocratiquement le contenu des rayons afin que chacun ait accès aux produits alimentaires qu'il souhaite consommer écologiquement plus propres. Alors, le participant se demande si un tel système peut-il se montrer viable, est-il envisageable et comment l'améliorer? Effectivement, c'est une initiative là qui est vraiment en projet, donc je ne sais pas si c'est viable et il y a encore beaucoup de choses, je pense, à calibrer parce que la formule là, qui est décrite dans cette vidéo, c'est une option possible, mais en tout cas, ça renvoie à une idée assez générale, qui est nouvelle et qui est vraiment, je trouve, intéressante, qui est finalement de transporter le système de la sécurité sociale qu'on a, au moins en France, et puis dans beaucoup de pays, avec finalement une garantie liée au risque de maladie, au risque de chômage, ainsi de suite, et qui est attachée ici aux personnes comme une forme de droit. D'autant plus quand finalement, même lorsqu'on n'a pas cotisé de par son travail, on peut bénéficier aussi d'un certain nombre de filets de sécurité, notamment en termes de santé. Et là, l'argument qui est derrière ça, alors notamment qui est porté par Ingénieurs sans frontières en France, c'est de dire on devrait créer finalement une forme de droit attaché aux personnes d'avoir un minimum d'alimentation de qualité. Voilà. Et plutôt que de basculer, comme on le fait actuellement, sur des systèmes d'aide alimentaire. Donc l'idée, c'est de sortir d'un système qui existe déjà, qui représente d'ailleurs déjà une forme de dépense, de coût, même pour l'État, parce que si on fait un don au Resto du Cœur, c'est l'État qui en prend, via des réductions d'impôts, une part importante, à un système non plus d'aide alimentaire où on donne de l'alimentation de, on va dire, plus ou moins bonne qualité aux pauvres, à un système où finalement, plutôt que dans une situation d'assistance, on raisonnerait sous forme de droit. Tout individu a le droit ici à la santé, a le droit à une alimentation de qualité. Donc je trouve que c'est stimulant. Alors moi, c'est pas sans lien, c'est bien que
la personne ici a évoqué ça, avec la question de l'agroécologie comme finalement penser de l'organisation, de la réorganisation des systèmes alimentaires. On avait vu ça tout au long du MOOC, ce n'est pas qu'une histoire d'exploitation agricole ou de parcelle, l'agroécologie, c'est aussi voir comment on peut réorganiser. Et là, on est sur clairement quelque chose de très très ambitieux, puisqu'en fait, il s'agirait de créer véritablement tout un appareil institutionnel de prélèvement. Il parle de cotisation sociale, servirait à ça, dont on ne sait pas encore vraiment bien. Bon. Mais en tous les cas, on voit ici, les systèmes alimentaires, ça peut se remodeler. Hein, voilà, c'est une piste parmi d'autres. Si je peux juste ajouter quelque chose, parce que je ne connaissais pas cette initiative-là, mais finalement, il y a un petit écho avec ce qui existe depuis des décennies aux États-Unis, qui s'appelle le système des bons alimentaires. C'est un petit peu différent. C'est une aide sociale qui est inscrite dans la politique agricole et pas dans la politique sociale, okay, et qui consiste à donner des bons, donc des bons d'achat, en fait, où on se rend dans des magasins où on peut trouver des produits alimentaires. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec l'agroécologie en tant que telle, mais on peut le repenser différemment, où justement cet accès à la nourriture pourrait être caractérisé par un certain nombre de qualités agroécologiques, par exemple. Ouais, ce qui a été souvent aussi le reproche, je pense, de ces systèmes d'aide. Ah, aussi parce que c'était aussi un moyen d'écouler les stocks, excédents. Ok, la deuxième question. Une vidéo de MOOC présente la politique économique au Brésil et notamment les programmes mis en place par Lula favorables à l'agroécologie. Ces programmes ont-ils été préservés sous la présidence de Jair Bolsonaro? L'agroécologie est-elle toujours favorisée au Brésil aujourd'hui? Là, merci beaucoup pour cette question et qui me fait penser que définitivement, il faudrait qu'on écrive un petit paragraphe là-dessus, parce que là, on est sur des éléments qui sont importants, hein, parce que ça a été quand même un exemple de politique agroécologique très volontaire et très, j'ai envie de dire, exemplaire. À donner en exemple le cas du Brésil. Mais de fait, oui, les choses sont transformées, mais alors j'ai posé la question à Claire Cerdan, qui était interviewée dans le MOOC, ainsi qu'à son collègue Frédéric Goulet du CIRAD. Ce qu'ils me disent, c'est qu'en fait, oui, c'est complètement remis en cause, mais ça l'est depuis déjà la présidence Temer précédente, depuis 2016, où finalement, tous ces axes ici de politique autour de l'agroécologie, puis aussi plus généralement de l'agriculture familiale, notamment une politique d'achat public de produits issus de l'agriculture familiale et tournée aussi vers la restauration collective, se sont très largement arrêtés. Et il me disait aussi qu'effectivement, avec l'arrivée, donc qui est récente, hein, du nouveau président, les choses continuent, voire s'accélèrent avec... Même, me disait, le mot agriculture familiale, agroécologie devient un peu tabou, quoi. C'est un mot qu'on n'utilise plus, en tout cas, pas dans les administrations publiques. Alors après, ça n'empêche pas que des mouvements sociaux existent, qu'un certain nombre de choses soient parties, soient engagées, et que, du coup, l'agroécologie, en tant que pratique, continue à exister. Mais le soutien public, effectivement, semble avoir très largement décru. Ouais. Et y rajouter, mais on n'en est encore qu'au début. Donc à voir, à suivre. Ok, il y a un participant qui veut soutenir des agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture biologique et il se demande comment soutenir des agriculteurs qui se lancent dans cette agriculture biologique. En général ou dans un contexte particulier? Parce que si on parle du contexte européen, c'est déjà le cas. Il y a une politique, la politique agricole commune soutient de manière assez massive l'installation en agriculture biologique et la conversion à l'agriculture biologique et depuis maintenant quelques années le maintien. Alors ça c'est déjà un petit peu plus nouveau, le maintien de l'agriculture biologique, parce que pendant très longtemps l'hypothèse qu'on a faite c'était que ce qui coûtait cher c'est de passer d'un système conventionnel à un système biologique, voilà. Parce qu'il y a une période de conversion pendant laquelle on ne peut pas vendre ces produits en agriculture biologique, même si on pratique l'agriculture biologique. Parce qu'il faut que les sols se régénèrent, qu'on soit absolument sûr qu'il n'y ait plus de résidus chimiques, etc. Mais maintenant, ce qui a été acquis, et c'est un changement qu'on n'a pas beaucoup souligné, c'est le fait que, enfin l'hypothèse, c'était donc une fois qu'on vend en agriculture biologique, le différentiel de prix,
ils sont plus valorisés sur les marchés, permet à l'agriculteur de compenser ses éventuels coûts ou baisses de rendement. Mais on a quand même considéré qu'on pouvait aider à maintenir l'agriculture biologique avec des primes spécifiques dont on ne sait pas quand est-ce qu'elles s'arrêteraient. Ça, c'est pour le contexte européen. Mais il y a peut-être un contexte. Après, oui, j'avais vu la différent. question. Il parlait aussi qu'on appelle ça, des plateformes de financement participatif. Non, c'était pas ça? Oui, il se demande comment s'y retrouver dans les plateformes qui le proposent. Ouais, tu as les noms là d'ailleurs parce que. Mimosa. Oui, Ouais. Mimosa, Ouais. AgriLand, Bluebees. Oui, alors moi, j'avoue, j'en connaissais pas une seule. J'ai été voir ça de près. Alors, c'est amusant d'ailleurs parce que chacune d'entre elles est la première destinée à l'agriculture. Enfin, voilà, c'est ce qui apparaît quand on les tape les unes après les autres sur Google. Donc, moi, je les connais pas. Ce qui est intéressant là, ce qui plaît visiblement, en tout cas, ces choses-là. Là, on finance directement un agriculteur, un projet. Enfin, c'est pas forcément un agriculteur, ça peut être un atelier de transformation. Enfin, il y a plein de projets. Donc, à chaque fois, voilà, on a l'histoire, etc. Donc, effectivement, je ne sais pas quel jugement porter sur l'une ou l'autre. Après, il y a d'autres formules qui existent aussi, qui sont, je dirais, moins presque de personne à personne, qui, je pense typiquement à un mouvement qui est assez quand même ancien, organisé en France, qui est Terre de Liens. Et Terre de Liens, en fait, ce qu'ils font, c'est aider les agriculteurs, des porteurs de projets, alors pas forcément d'ailleurs à se convertir en agriculture biologique, mais plutôt à accéder au foncier pour s'installer en agriculture biologique. Et ça, c'est souvent une problématique tout aussi centrale pour commencer à rentrer dans son activité que ensuite les aspects de conversion. Et du coup, là, il y a toute une série de formules, donc je vous invite à aller regarder ça sur Internet, où on peut devenir finalement co-participer à l'acquisition de la terre sur lesquelles seront installés ces agriculteurs et d'autres. Donc c'est une autre façon de soutenir les agriculteurs, de façon plus collective. Alors, de mon point de vue aussi, avec peut-être plus, alors j'ai l'impression de discrédit sur tel ou tel, mais voilà, de garantie. On sait que derrière il y a une association qui porte, qui fait les choses bien. Donc c'est une autre option. Après, voilà, si chacun a envie de soutenir tel ou tel projet. Non, mais il y a soutenir un projet, c'est-à-dire donner de l'argent pour un projet particulier, donc qu'on suit, pour lequel on a aussi des informations. Mais on peut aussi être dans une logique, je dirais, franchement plus capitaliste. Pourquoi pas? Ça existe aussi. Je veux dire, on peut l'installation d'agriculture et en agriculture biologique aussi, ça exige quand même un certain capital, une mise de départ, et on peut tout à fait mettre des parts et être du coup rémunéré pour les parts qu'on y a mises. Et ça marche bien. Un participant au MOOC aimerait savoir ce que regroupe le terme agroécologie urbaine et comment l'agriculture urbaine se rejoignent, étant donné que les services écosystémiques des environnements urbains sont moins qu'en milieu rural. Je vois bien le débat parce qu'effectivement, alors déjà peut-être un petit peu situer l'agriculture urbaine, alors qui est un peu diverse, parce que ça s'appelle l'agriculture typiquement. Alors ça pourrait déjà être dans le jardin des particuliers, c'est pas à négliger. Aussi les jardins collectifs, après toutes ces formes un peu sur les toits qui sont souvent qui peuvent être des formes plus professionnelles, c'est-à-dire c'est pas un jardin collectif pour se nourrir soi et puis ses proches, mais là vraiment pour essayer d'en vivre. Et puis après un petit peu, on pourrait réfléchir aussi sur le périurbain, parce qu'il y a quand même encore de l'agriculture, je dirais presque traditionnelle, aux franges des villes quand même. Donc voilà, il y a un petit peu toute cette diversité-là, et c'est vrai que on y prête beaucoup plus d'attention que par le passé. C'est-à-dire un peu, pendant un moment, finalement, on a considéré que il y avait le monde urbain qui était celui des mangeurs, et puis le monde de la campagne qui était celui des agriculteurs. On le voit, c'est plus mixé. Et c'est vrai que ça suscite beaucoup d'enthousiasme, parce que, par exemple, ça permet aussi de faire de la pédagogie auprès des mangeurs, des enfants, etc., de voir comment tout cela pousse. Ça permet de tester aussi des modes de production qu'on rattache très souvent à l'agroécologie, comme la permaculture, sur des toutes petites surfaces, avec beaucoup de complémentarité entre les productions.
Et puis ça suscite effectivement aussi des interrogations, y compris sur la nature de polluants un peu partout dans les villes, quoi. Alors après, il était fait mention de services écosystémiques. Là, il y a un paradoxe. Alors, jamais, je ne sais pas si c'est vrai en fait, mais c'est quelque chose qui se dit beaucoup, que les abeilles sont plus heureuses en ville que à la campagne, quoi. Bon, ouais, je ne sais pas. Alors évidemment, c'est un discours qui sert. Le but des gens qui disent ça, c'est absolument pas pour dire regardez comme on vit bien dans les villes et comme l'air n'est pas pollué. C'est plutôt dire regardez le drame, et qui est là pour le coup quand même réel des campagnes pour les abeilles en termes d'usage de pesticides. Finalement, leur environnement naturel a été détruit, alors qu'en ville, il le serait moins. Mais en tous les cas, ici, on a potentiellement effectivement quelque chose où c'est pas si simple de trancher, savoir jusqu'à quel point les villes sont moins appropriées pour produire en agroécologie que les campagnes, quoi. Tu peux quand même rajouter autre chose, parce que dans les modes d'agriculture urbaine que tu décris, tu en oublies un, qui est celui qui est le container, dans lequel, parce que ça existe aussi, hein, il y a eu une start-up dont j'ai oublié le nom, puis je ne vais pas le citer là, mais qui produisait des fraises en toute saison, installées dans les rues des villes de Paris, et qui a rencontré un franc succès auprès des médias au moins, et même des consommateurs. Mais là, évidemment, sans pesticides, sans ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que c'est complètement fermé, complètement dans un milieu totalement artificialisé, et hors sol, et hors du... je dirais même hors de tous les insectes qui pourraient venir poser un problème, quoi. Donc c'est pas franchement de l'agroécologie. Oui. Et ça nous ramène à un débat, et j'arrêterai là pour que tu puisses poser la question suivante, mais de qu'est-ce que c'est aussi que l'agriculture biologique qui existe à l'échelle européenne, qui est, on s'est posé longtemps la question, est-ce qu'on peut faire de l'agriculture biologique hors sol, par exemple ? Parce que les pays du nord de l'Union européenne disaient, nous on veut se spécialiser aussi, on veut faire de l'agriculture biologique en serre, hors sol, en hydroponique. Et les pays du sud de l'Europe qui ont plus de moyens pour faire de l'agriculture biologique, quoi, ils ont plus de soleil, ils disaient, non, l'agriculture biologique c'est avec le vrai soleil, les vrais insectes et le vrai sol. Voilà. Et ce débat-là n'est pas encore complètement tranché. Et que pensez-vous de l'initiative pour une autre PAC qui entend poser dans la réforme du futur cycle de la PAC qui débutera en 2020 ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les propositions de cette initiative-là. Je trouve que c'est une initiative formidable. Elle permet de faire réfléchir, de faire évoluer le débat. Elle met un petit peu la pression sur ceux qui décident la PAC aujourd'hui à Bruxelles, c'est-à-dire d'une part nos députés européens. Et comme on va, nous, Européens, les élire au mois de mai, je le signale, que c'est important aussi, mais aussi nos ministres de l'Agriculture. Et c'est vrai qu'il y a eu, et donc ce qu'ils mettent en avant, eux, c'est l'idée que l'ensemble des financements qui sont considérables, qui sont aujourd'hui versés aux agriculteurs européens, c'est environ 50 milliards d'euros par an, pourraient être réorientés de façon à encourager ces agriculteurs à produire de façon plus durable, et donc à fournir à la fois un service alimentaire, de production, mais aussi des services environnementaux. En gros, c'est ça. Ils ne sont pas les seuls à défendre cette idée-là. Et en fait, la politique agricole commune s'est beaucoup ajustée, réorientée pour prendre en compte les enjeux environnementaux, avec pas mal de difficultés et pas toujours des succès. Et en particulier, la PAC a beaucoup de mal à intégrer l'agroécologie dans son programme. L'agriculture bio, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle le peut. Parce qu'on peut certifier l'agriculture bio. L'agroécologie, on l'a vu, c'est une diversité de pratiques, c'est de l'apprentissage, c'est plein de choses qui font qu'on a du mal à cerner ce que c'est qu'un produit issu de l'agriculture. On ne sait déjà pas ce que c'est complètement ce que l'agriculture agroécologique. Et donc le produit qui en est issu non plus. Et donc, c'est pas évident pour la politique agricole commune de voir comment est-ce qu'elle peut aider. Alors elle peut aider à certaines pratiques qui sont favorables à l'agroécologie. Et la réforme de la PAC qui est en train de se dessiner pour 2020, donc qui est en négociation aujourd'hui, ouvre des portes intéressantes en donnant plus de marge de manœuvre aux États membres pour décider de leur propre programme de financement cofinancé par l'Europe. Certains participants au MOOC se demandent comment appliquer les principes agroécologie dans certains pays présentant des contraintes de relief comme Haïti ou des ressources comme le Mali.
L'agroécologie permet-elle de répondre aux besoins alimentaires et économiques dans ce pays? Alors, bon, d'abord, une partie de la réponse, ce n'est pas nous, sociologues, économistes, qui pouvons l'apporter. Je pense que si c'est une question de pratique agroécologique, est-ce qu'elles sont adaptées à certains milieux peut-être plus difficiles, parce que plus en altitude, plus sec? Bon, plus sec, je sais qu'on peut y répondre. Il faut aller regarder peut-être dans les précédentes sections du MOOC. Mais peut-être une réponse qu'on peut faire. Bon, la première, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, c'est vrai. Vous savez, il y a des grands centres internationaux de recherche agronomique. Et vous avez peut-être entendu parler de l'IRI, par exemple, qui est basé aux Philippines, mais qui fait justement beaucoup de recherches sur le riz, du CIMMYT, sur le blé et le maïs. Africa Rice, donc moi je travaille avec Africa Rice, qui travaille pour le développement du riz en Afrique, donc il fait de la recherche. De la recherche et puis... bon, ils appellent ça peut-être encore un peu du transfert, justement. Et là, il y a une vraie révolution culturelle et de recherche à faire dans ces centres-là, qui n'ont pas encore fait. Aujourd'hui, ils sont encore beaucoup dans les objectifs qu'ils défendent, et ils sont financés par des bailleurs qui eux-mêmes défendent ces mêmes objectifs, qui sont l'autosuffisance, donc l'augmentation des rendements. Voilà. C'est ça qui les préoccupe, c'est le yield gap. Tu vas comprendre ce que ça veut dire, hein. L'écart de rendement entre le rendement théorique et puis le rendement observé, et c'est là-dessus qu'ils travaillent. Et en fait, il y a insuffisamment de programmes de recherche qui, dans ces centres-là, sous prétexte qu'on est un pays en voie de développement, ce qui compte, c'est surtout produire plus pour mieux se nourrir, pour se nourrir plus, et pas tellement mieux. Il y a insuffisamment de programmes pour se dire comment est-ce qu'on peut appliquer les pratiques de l'agroécologie dans ces pays-là, sur ces produits-là. Et je rajouterais juste ça, comme en plus ce sont souvent des centres de recherche qui sont très monoculture, c'est-à-dire on travaille sur le riz, on travaille sur le blé, sur le maïs, évidemment c'est complètement contraire à la logique des systèmes agricoles qui peuvent permettre de supporter, soutenir un projet agroécologique. Ouais, puis je dirais même plus, si on revient toujours à cette définition de l'écologie des systèmes alimentaires pour l'agroécologie, la question qui est posée, qui revient très régulièrement et de façon pertinente, comment nourrir 9 ou 10 milliards d'êtres humains, est-ce que c'est possible avec l'agroécologie? Là, c'est bien une question qui non seulement dépend de chacune des filières, mais dépend aussi de la façon dont on mange, de ce qu'on mange précisément. Et donc là aussi, la réponse, elle ne tient pas que dans des modes de production, mais elle tient aussi précisément dans des régimes alimentaires, dont on sait que les régimes alimentaires occidentaux, les nôtres, sont effectivement pas très propices, pour ne pas dire plus, à la soutenabilité, à un modèle soutenable à la fois en termes écologiques et puis en termes nutritionnels. Donc manger moins de viande, ce genre de... Et alors, donc justement, si ça vous intéresse, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans le MOOC, mais ceux qui nous écoutent, je vous engage franchement à aller regarder une étude qui a été faite par l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui est sortie l'année dernière, qui s'appelle TIFA, T-Y-F-A, 10 Years for Agroecology, et qui est un modèle et une projection à 2050 de ce que pourrait être un équilibre alimentaire et de production à l'échelle de l'Europe, donc ça c'est pour l'Union européenne, si l'ensemble de l'agriculture européenne passait au mode agroécologique. Voilà. Et ce qu'il montre, c'est exactement ce que tu dis, Ronan, c'est que on pourrait réduire pour pouvoir trouver cet équilibre-là, en restant même agro-exportateur, en céréales et en vin, il faudrait réduire notre consommation de 35% en calories. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous perdre du poids et mourir de faim. C'est simplement qu'il faut changer, parce que c'est la consommation globale, ça veut dire qu'il faut changer notre mode de consommation, manger beaucoup moins de viande, plus de céréales et de légumineuses, par exemple. Et dans ces cas-là, on peut, avec une réallocation des terres plus orientée sur la production de protéagineux, plus orientée sur les prairies, on peut arriver à tout à fait nourrir l'ensemble de l'Europe avec un système complètement agroécologique et même continuer à être agro-exportateur dans les proportions dans lesquelles on l'est aujourd'hui. Pas forcément avec le même mix de produits. Beaucoup moins de produits animaux, notamment de viande, un peu plus de lait, et plus de céréales, et on maintient le vin tel qu'il est là aujourd'hui.
Touche pas au vin quand même. Donc TYFA, T-Y-F-A, si vous tapez ça sur Google, vous le trouverez. Aujourd'hui, l'agriculture biologique est certifiée, l'agroécologie ne l'est pas. Comment peut-on valoriser ces pratiques pour le consommateur qui risque d'avoir plus tendance à acheter des produits labellisés que d'autres qui ne le sont pas, mais d'un point de vue technique, sont tous aussi agroécologiques? Doit-on labelliser l'agroécologie pour l'aider à se développer? C'est un débat récurrent, hein, vraiment. Alors, je ne sais pas quel était le... Si l'intervenant ici pensait à un certain nombre de choses précises, si lui, il imaginait par exemple, parce qu'il compare un peu à du labellisé, alors en fait, bon, si je me mets à essayer de comprendre, ça peut être des situations, par exemple, où il considère, et beaucoup le considèrent, que l'agriculture biologique ne suffit pas, et que le standard finalement est trop faible sur un certain nombre de critères, et que du coup, une agroécologie plus exigeante que la bio, parce que par exemple, prenant en compte mieux des dimensions d'insertion territoriale, de développement, enfin de droits sociaux, un certain nombre de choses comme ça. Là, effectivement, c'est une première question, et on serait du coup à élaborer un label supérieur, parce que là, j'entends qu'il dit la crainte, c'est que les gens se tournent uniquement vers les labels, quoi. Donc, si c'est cette situation-là, il y a eu des projets, il y en a régulièrement alors qui seraient plutôt des labels garantissant le niveau bio et plus. Donc c'est déjà un peu le cas. Alors c'est pas un label, hein, c'est une marque qui s'appelle Nature et Progrès qui permet quand même de retrouver ce type d'exigence-là. Il y en a eu dans le monde de la bio qui n'ont pas très bien marché, hein, quelque chose qui devait s'appeler biocohérence, qui existe d'ailleurs, hein, mais qui se développe pas très bien. Bon, donc c'est un peu un serpent de mer cette histoire-là. Après, ça pose une question beaucoup plus fondamentale aussi, qui est de dire jusqu'à quel point l'outil label est le bon outil et le seul, j'ai envie de dire, de reconnaissance de la qualité agroécologique des produits. Donc, un reproche qui est parfois fait au label bio, donc c'est finalement d'enfermer les pratiques agroécologiques dans un certain nombre de critères. Et donc, avec le risque que des personnes pas très très motivées par, on pourrait dire, une conscience agroécologique s'en tiennent à ces critères-là, et puis ensuite sur tout le reste, s'en frottent un peu les mains, voire font des trucs qui sont autorisés en bio, mais dont on sait qu'ils ne sont pas génial pour l'environnement, par exemple, quoi. Et du coup, je pense par exemple au cuivre, l'utilisation massive autorisée, hein, mais de cuivre. Encadré désormais. Encadré, oui. Enfin, toujours autorisé. Autorisé, mais encadré en termes de quantité. Ouais. Et du coup, voilà, il ne s'agissait pas non plus il y a un bénéfice à faire tout ça, mais effectivement, le label, les standards peuvent amener à s'en tenir aux standards. Et le principe de l'agroécologie, c'est quand même aussi sans doute déjà quelque chose de plus en cheminement, c'est-à-dire même une fois qu'on est au standard, on doit pouvoir continuer à progresser, à associer des cultures peut-être de façon encore différente, des choses comme ça. Et aussi, tout à fait envisager que la progression, on l'envisage dans des dimensions multiples qui ne sont pas forcément si standardisables. Tous les effets aussi holistiques de système sont très difficiles à prendre en compte dans des standards. Voilà, parce que ça se vérifie mal, c'est dur à certifier derrière. Donc, c'est pas simple. Et les acteurs eux-mêmes sont vraiment un peu tiraillés par rapport à ça, c'est-à-dire l'envie de créer quelque chose, mais de finalement pas trop savoir par quel bout prendre et pas être bien sûr que c'est une si bonne idée. Mais oui, c'est vraiment à suivre ça. Merci à vous. Merci. Merci pour faire ce 4e live sur la transition agroécologique. Nous remercions nos différents participants pour leurs diverses questions. Nous tenons à vous informer que le dernier live du MOOC agroécologie se tiendra la semaine prochaine, le vendredi 29 mars à 13h pile précise, et il portera sur vos différents mini-reportages. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.